Bonsoir, mon frère la TV, la TTV, Lévi. Bonsoir, chers compatriotes. Merci d'être bien en ligne ce soir pour parler des sujets que j'ai évoqués au préalable. À savoir, est-ce que le guerrier de Tchaoudjo qui nous a réveillés, qui a réveillé un volcan en activité sourdine et qui subitement a explosé et a surpris les démons qui nous conduisent, est-ce que notre guerrier de Tchaoudjo tout seul peut diriger cette révolution? Aurait-il commis l'erreur d'aller vers l'opposition pour créer cette coalition que nous tenons à critiquer de toutes parts? Parce qu'évidemment, aucune institution humaine n'est parfaite. Cette opposition aux mêmes méthodes vieilles de combat n'a-t-elle pas mis à mal notre engouement populaire qui aurait dû depuis déjà balayer ce régime diabolique et pourri du RPT unir? Que faire pour rectifier le tir pendant qu'il n'est pas encore tard? Et voilà de quoi je parlerai dans la première partie. J'essaie d'éviter que l'émission soit trop longue afin que nos compatriotes restés au pays puissent, avec leur connexion de merde que nous connaissons, suivre aussi. Oui, bonsoir sœur Elise Diagba, bonsoir grande sœur Anne Congo, merci vraiment d'être à nos côtés. Toi, ta seule présence nous revigore. Et nous venons d'écouter là en fond sonore George Friedrich Händel, un compositeur de musique classique allemand qui s'est naturalisé anglais et qui a composé Alléluia Chorus que nous connaissons. Et le morceau qui passe était un des Glory of the Lord. Et oui, la gloire de Dieu se révélera et tout œil verra, toute chair en sera témoin. Nous prions que la gloire de Dieu se révèle au Togo bientôt et que tout œil le voit, que toute chair y assiste. Ce morceau me donne vraiment du tonus. Veuillons l'écouter encore une fois avant de démarrer avec cette émission. Voilà la première partie et je vais éteindre l'émission pour revenir dans une seconde partie et parler des démons qui nous causent tous les maux. C'est Félix Abalo Kadanga et Baliwi Yao. Ces deux agents de Satan au Togo qu'on a pivoté, qu'on a placé au-dessus de notre digne armée pour nous torturer et nous tuer. Alors écoutons encore une fois, et la gloire de Dieu sera révélée. Et mon souhait est que cela soit révélé au Togo. Manche Projekte dauern länger. Für deine Website brauchst du nur 3 Minuten. Mit Jimdo. Ok, je crois que la technique a refusé. Nous écouterons ce morceau de gloire à la fin de l'émission. Donc, chers compatriotes, tout de suite allons dans le vif du sujet. Est-ce que Tikbi Achadam, notre guerrier de Tchaoudjo, qui a réveillé nous qui avions déjà mis la politique en veille depuis 2014, pour moi précisément, parce que j'ai estimé que pour mon âge, il me faut avoir un foyer et laisser un héritage en tant que descendant, en tant que généalogie, et qui seront tributaires des efforts que nous avons accomplis dans la vie. Et il me faut me préparer financièrement pour avoir les moyens de ma politique.
parce que je n'avais plus confiance en personne. Je n'avais plus confiance que la politique opposante togolaise allait apporter changement. Et depuis premier trimestre 2014, j'avais décidé de me gommer un peu de la scène politique. Il y a même des postes poignants que j'ai dû supprimer pour être inaperçu sur la toile, parce que je me dis, pour être efficace, il faut se rendre de temps en temps sur le terrain au pays. Et voilà, c'est ainsi que j'ai eu le culot de descendre pour la première fois depuis mon existence en 5 voyages. Depuis mon exil à Lomé. C'est descendu en juillet 2016 à Lomé. J'ai appelé l'Office fédéral d'immigration pour leur dire, voilà, la situation est telle, mais je dois aller. Parce que je ne peux plus tenir d'être prisonnier hors de mon pays comme ça, pendant longtemps. Et l'Office fédéral m'a bien indiqué que je peux y aller. Mais s'il y avait un problème, leur moyen d'intervenir était limité. Bon, c'est la formule traditionnelle, donc j'y étais. Et j'ai compris vraiment la misère de nos compatriotes. Et je suis revenu, j'ai mené 1000 réflexions et je me suis dit, bon, on ne peut pas croiser les bras et attendre que un moment T vienne où on aura tous les moyens, où on sera prêt pour combattre. Donc j'ai commencé à élaborer certaines idées et je me suis dit, avant de commencer la politique, si je n'éduque pas la population, si je ne forme pas ma population à la citoyenneté, alors ce serait cette même population ignorante qu'elle est qui va me lapider, moi qui lui veux du bien. Ce serait cette population même qui va me livrer à l'abattoir, puisque le pouvoir a reconnu qu'il a un abattoir et que nous y envoyons des gens. Ce serait cette population ignorante qui m'enverrait à l'abattoir. Alors, mon plan était éducation civique et politique, sensibilisation citoyenne à la base. Et laisser Lomé et aller commencer le boulot au fin fond du pays. J'y réfléchissais encore quand Tikpi Achadam avait commencé ses meetings. J'étais l'un des premiers à lui être farouche. J'ai dit non, ça va finir comme Agbeyo, mais ça va finir comme tous les opposants qu'on a connus. Et le frère Farouk Bana des États-Unis se souviendrait très bien, sous un poste où, bon, à l'amiable, avec politesse, on s'est un peu tiraillé. Il m'a invité à connaître Tikpi Achadam avant de le critiquer. Aujourd'hui, Farouk Bana, je te donne pleinement raison. Et j'ai vu que Tikpi y est allé de la façon dont j'y serais allé. C'est ce qui a motivé toute mon énergie et je me suis dit, le moment est arrivé. Et je me suis jeté dans cette politique. À nouveau, de façon ouverte et de la façon la plus farouche que possible. Ceux qui m'ont connu entre 2003 et 2005 ont vu ma façon de faire la politique. Je ne ménage pas les efforts. Le 3 mai 2004, nous étions à Lomé 2. Mais j'ai pris la parole à un moment donné et Adema n'en pouvait plus. Il gesticulait, il remuait. Bon, après, les confidences m'ont dit, oui, la façon dont j'ai parlé à Yadema, il a dit que personne ne lui a parlé comme ça de son vivant, surtout dans sa résidence. Et Yadema m'avait coupé la parole parce qu'il ne pouvait pas continuer à entendre. Et c'est comme ça que moi je fais ma politique. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le langage diplomatique, je ne connais pas, je n'en ai pas besoin. Voilà ce qui nous a tués. Le langage diplomatique, voilà ce qui nous a tués. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Occidentaux, pour nous dénigrer, appellent Laurent Gbagbo criminel, appellent Kadhafi un dictateur. Mais pour ménager leurs dictateurs, Faure Gnassingbé, Ali Bongo, Idriss Déby, Paul Biya, Kabila, ils disent oui, il y a eu des avancées, faisons ensemble, faisons en sorte que nous conservions la paix, la concorde nationale. Voilà, je hais le langage diplomatique.
Et je ne m'y adonnerai pas. Voilà. Et c'est pourquoi depuis le 19 août, je me suis lancé de nouveau dans cette politique pour la faire pleinement. Et pour ceux qui m'accusent et disent que j'insulte, je n'insulte pas. Je n'ai jamais insulté quelqu'un mère con. Je n'ai jamais dit fort, il a plusieurs femmes, les gens l'insultent que c'est un prostitué, mais je n'ai jamais dit qu'il est prostitué. Ça c'est des insultes, je n'ai pas insulté. J'ai dénoncé les maux qu'ils font à mon pays. Et quelqu'un qui a commis un crime, on l'appelle un criminel. Et quelqu'un qui a commis un crime crapuleux, démoniaque, on l'appelle un démoniaque. Disons les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas pourquoi vous m'accusez, moi qui dénonce un crime. Et vous ménagez le criminel qui a commis le crime et qui nous fait souffrir. Alors, arrêtez de me dire que je change de langage, que je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Je n'ai jamais dit à Kameto, à vous câbler. Je n'ai pas employé ces mots. J'ai décrit les situations telles qu'elles sont. Et pour moi, ça constitue bien souvent une thérapie. Et le grand frère Kofi Folikpo, je lui dis grand bonsoir. Dans le comité de la diaspora togolaise, il y a la sœur Lokadi, la trésorière, qui, dans notre dernière réunion de comité, nous a dit qu'elle connaît bien Jean-Paul et Kofi Folikpo, que nous ne ménageons pas nos langages pour dénoncer. Effectivement, et le grand frère Folikpo a dit, nous sommes passés par une école spéciale qui s'appelle Azitime. C'est la prison civile de Lomé. C'est pourquoi je ne comprends pas ceux qui ont fait la prison. Parce qu'ils ont critiqué le régime. Après, se sont ralliés au régime. Ça, c'est la plus grande bêtise que peut commettre un militant, un journaliste ou un homme politique. Voilà. Une fois que tu fais la prison, tu deviendras plus opposant à ce régime. Et je salue au passage nos frères de Nubweke, Joseph Eza, Kenneth Kokoroko, Bob Atikbo. Vous n'avez rien fait, vous ne méritez pas cette prison. Et je vous encourage à redoubler d'engagement. Parce que vous voyez que ce pays est dangereux et sans la démocratie, nous sommes à la merci de tout. Et tout peut nous arriver à tout moment. Nous nous battons, vous sortirez de là très bientôt. Mais dites-vous que c'est une école et une école a un délai pour avoir un diplôme. Alors que Dieu vous préserve, qu'il préserve vos santé, vous allez sortir très bientôt. Nous vous le promettons. Je dirais pour répondre à la première question que oui, et je m'en tiens aux déclarations de Maître Agboibo qui a donné une interview juste après les 19 et 20 août et qui a dit que vraiment il ne s'y attendait pas, il ne s'attendait pas à cet éclat, à ce coup de maître de Tikbi à Tchadam. Ça les a surpris tout et n'en parlons pas. Le régime, je vous donne une confidence aujourd'hui. Et j'en parlerai quand j'arriverai sur cet assassin de Kadanga Félix Abalo. Après les 19 et 20 août, plus de la moitié des barons du régime et des officiers ont conduit leur famille hors du Togo. Beaucoup se sont repliés sur le Bénin pour voir comment la situation va être. Et voilà pourquoi je dis, on n'y est pas allé de force. On y est allé avec les danses, les déhanchés, ça a amusé le régime. Et surtout ce dialogue vient si on ne maintient pas la pression pour sortir de ce dialogue. À moins que ce soit pour obtenir la démission de Faure, je dis que nous risquons de nous essouffler. Les mouvements des 19 et 20 août ont fait trembler le régime. Et ils ont vidé les comptes pour placer dans les banques au Bénin. Regardez qu'aujourd'hui le Bénin se bombe les torses. Les infrastructures gigantesques sont en train d'être construites parce que les banques sont gonflées. L'argent du contribuable togolais a été volé par les officiers du régime pour alimenter les comptes au Bénin. Donc, regardez par vous-même les journaux. Il n'y a pas un seul jour où on parle de construction de ponts, de routes telles au Bénin parce que à un moment donné, il faut qu'on fasse cela. Que les capitaux sont arrivés en gogo depuis Lomé. Donc, les assassins
savent aussi que leur vie doit être protégée, donc ils se sont repliés sur le Bénin. Et Félix Agbalo Kadanga, donc je me suis beaucoup instruit, a fait convoyer ses enfants et sa première femme vers la France. Vous voyez? Donc Tikpi Achadam a fait trembler ce régime. Et Maître Agbebo l'a reconnu. Et que eux, ils se sont assis après pour dire, ok, posons 6 exigences, 6 points. Et si le régime accède à 4 points au moins, qu'ils peuvent accepter, accompagner le régime dans les réformes. Mais je tiens à dire qu'on ne réforme pas une dictature. Elle reviendra de la façon la plus subtile et vous employera comme, oui, des consensuels, vous êtes entendu avec lui, alors vous ne lui reprochez pas grand-chose. Voilà comment les dictateurs, à qui on accorde le bénéfice du dialogue, le bénéfice de la patience, le bénéfice du doute, se comportent. Ils essaient de réformer les dictatures de façon malicieuse, mais cette dictature devient pire parce que elle est dictature, nous en souffrons, mais l'extérieur l'aperçoit comme démocratie. C'est ça le grand mal. C'est ça le grand mal. Donc, j'ai fait juste ce trajet pour vous dire que oui, Tikpi Achadam pouvait à lui seul mener cette révolution. Parce que c'est la première fois du Togo où une fois en une journée, 5 villes ont manifesté simultanément, où il y a eu affrontement, où les soldats ont tué des civils manifestants pacifiques, et où des civils ont eu le culot de frapper les soldats, de les faire replier, et de provoquer l'intervention d'unités blindées. Avouons-le, ça n'a jamais eu lieu. Et merci aussi là, Birama qui dit, il pourra si il est celui que Dieu a choisi. Oui, moi je vois tous les signes. Dieu a choisi Tikpi Achadam. Et je le dis, je soutiens cet homme de tout cœur. Je ne mets aucune barrière entre nous, ni ethnique, ni religieuse. Nous sommes frères et militants d'une même cause, je le soutiens. Si c'est un Kabyé, j'allais le soutenir. Si c'est un Akbosso, j'allais le soutenir pleinement. Si c'est un Anéro qui s'est engagé comme Tikpi Achadam, j'allais le soutenir. Si c'est un Moba, un Tchokosi, j'allais le soutenir. Un Losso ou un Bassari, j'allais le soutenir de la même façon. Et il y avait tous les ingrédients pour que Tikpi aille seul vers la victoire. Parce que quoi? Si quelqu'un s'est levé comme ça avec culot, une opposition consciente n'allait pas réclamer une table et des calculs politiques pour entrer dans la liste. Ils allaient suivre que voilà une occasion où nous devons nous assembler, noyer nos colorations politiques ensemble et chasser la dictature, dégager le terrain, rendre le terrain propice à une politique libre, indépendante. Et là, nous pouvons revenir à nos calculs, souvent machiavéliques, à nos querelles intestines. Mais parce qu'il y a manque de patriotisme dans les engagements de nos politiciens. Beaucoup luttent plus pour les terrains que pour le peuple en fait. Parce qu'aucun de ces hommes politiques ne souffre de problèmes financiers. Aucun ne souffre pour voyager, aller en vacances en Occident. Aucun ne souffre pour avoir un toit. Aucun ne souffre pour se déplacer. Mais le peuple, lui, il souffre. Je ne jette pas de la pierre aux opposants, mais je dirai la vérité. Je dirai la vérité. Ça blesse. Ça blesse. Donc voilà, Tikpi pouvait arriver seul, à mon avis. Et la question 2, aurait-il commis l'erreur de tendre la main à une opposition presque essoufflée par de longues années de lutte contre une des plus dures, pernicieuses et sanglantes dictatures au monde? Oui et non, il a commis l'erreur. Oui, parce que s'il y allait seul, de vrais patriotes, si les opposants sont de vrais patriotes, ils n'allaient rien réclamer de lui. Ils devaient le rejoindre. Et il y a des confidences trop
dangereuse que je ne vais pas dire ici. Mais je veux résumer en disant que les opposants ont accepté cette coalition après un accord politique. Pourquoi cet accord politique? Pourquoi? Il faut y aller spontanément. Et s'asseoir seulement pour s'organiser. De façon à être structuré pour ne pas créer du désordre. Mais s'asseoir et dire oui, je fais ça à condition que ça c'est pernicieux. C'est mauvais. Et voilà le drame. Pour le fait que Tikpi est allé voir la coalition. Mais il n'a pas commis d'erreur parce que s'il n'y allait pas, la jalousie, les obstacles lui viendraient beaucoup plus de l'opposition que du pouvoir en face et l'affaiblirait. Et le pouvoir trouverait, comme l'a dit Jérôme Biakouye, le pouvoir aurait trouvé toutes les raisons pour accuser le PNP, Tikpi Achadam et nos frères Kotokoli de terroristes. Ça n'a pas marché ces accusations parce que nous sommes unis, tout le Togo est uni. Toute l'opposition est apparemment unie. Voilà pourquoi Tikpi a échappé à tous les plans machiavéliques du APT pour l'assassiner ou bien l'emprisonner ou pour interdire son parti, le PNP. Maintenant, cette opposition aux mêmes méthodes vieillottes de combat n'a-t-elle pas mis à mal cet engouement populaire qui aurait dû depuis balayer ce régime diabolique et pourri du RPT uni? Et que faire pour rectifier le tir? Moi je dis, le mal est que les marches des 19 et 20 août sont différents de tous les marches qu'il y a eu depuis les 6-7 septembre jusqu'au 20 janvier. Marche des femmes. Et il y a eu même 13 janvier, etc. Mais les marches des 19 et 20 août ne se sont plus jamais reproduites. Pourquoi? Parce que ça porte la marque du PNP, la dynamique de la révolution, où nos frères de Bafilo, Sokodé, Mango, ont payé un lourd tribut. Quoique, ils ont affronté les mains nues, les militaires. Ont essuyé des balles, où il y a eu des pertes en vie humaine dans leur rang, mais ils ont attrapé les soldats, se sont saisis d'eux, les ont frappés, au point que les soldats criaient au secours. Et c'est cette même population qui est venue secourir les soldats. Vous voyez? Donc si on allait dans la dynamique de 19-20 août, ce régime serait tombé depuis. Mais puisque Tikpi est venu vers la grande coalition, c'est une opposition fatiguée, avouons-le. Parce que 27 ans de lutte, c'est épuisant. Quand Nelson Mandela a fait 27 ans en prison, il est épuisé. Il est obligé de faire concession avec les auteurs de l'apartheid. Et vous voyez que toute sa lutte a échoué parce qu'il s'est avoué vaincu. Parce qu'on l'a fatigué. On a étudié sa psychologie. On a vu que non, si on laissait Steve Biko est intenable. Mais Nelson Mandela sera amadouable. Voilà. De longues années de lutte fatiguent. Et notre opposition, avouez-le, elle est fatiguée. Surtout qu'elle n'a pas connu de restructuration profonde. Les mêmes personnes veulent être leaders à vie. Ils emploient les mêmes méthodes. Et ils font les mêmes calculs politiques. Mon parti doit être plus prépondérant. Mon parti doit sortir plus visible, plus gagnant d'une crise, d'un règlement de crise. Du moment où on se met ensemble, il faut que c'est mon parti qui prenne le devant. C'est ça, malheureusement. Et les marches, c'est de marcher de nos points. C'est toujours les 3 points qu'on définit depuis 2010 jusqu'à ce jour. Les gens marchent d'Adido Gomé et consorts, Didjolé, Tochi, Sanguera, convergent vers Atikoumé. Le cortège passe Todman, il bifurque par les sentiers pour arriver à Tocoin Trésor. Les uns viennent d'Agoué, etc. Ceux de Kodovia, vient et le point de chute, c'est Décon. On chante, on danse, on fait des déhanchés pendant que les gens meurent. On rigole
Et après, c'est la plage. Comme si on protestait contre Mami Wata, ou comme si Faure avait déplacé son trône à la plage. Non, franchement, ces vieilles méthodes ne donnent plus de résultats. Et moi, je propose la méthode de 19 et 20 août. Si les marches prenaient cette allure, parce qu'en 2 jours, et avec l'action d'un seul parti politique, la moitié des barons ont franchi la frontière, parce qu'ils ont imaginé déjà le pire. Mais depuis, les gens se sont réorganisés et ont trouvé les moyens d'appeler un dialogue où regardez comment Gilbert Bawara parle avec arrogance. Lui qui s'est caché. Parce qu'ils ont su que si l'opposition accepte ce dialogue, c'est déjà leur légitimation. Eux qui étaient devenus illégitimes depuis le 19 août. Déjà, depuis le 5 février 2005, ils étaient illégitimes. Pour le peuple et devant la constitution, ils étaient illégaux. C'est les opposants qui se sont assis dans un accord bidon appelé APG, qui n'a jamais été appliqué jusqu'à ce jour, comme les 25 autres accords précédents. C'est l'opposition qui a légitimé un pouvoir illégitime et illégal, avec des accords politiques. Voilà pourquoi je dis, le terrain politique est dangereux pour une révolution. On ne s'assoit pas pour faire des accords politiques. En RDC Congo, Kabila avait fini son mandat en décembre 2007. Il quitte constitutionnellement. Et l'élection est organisée. S'il ne veut pas, le peuple organise des obéissances civiles. C'est ce que le peuple a fait. Et a dérouté la soldatesque de Kabila. Cette soldatesque rwandaise qui s'est installée au Congo pour détruire ce pays et s'enrichir. Vous voyez? Donc, les opposants zaïrois s'asseyent avec les évêques et accordent 1 an à Kabila, soit décembre 2017. Moi, je me dis, si Kabila a fait 14 ou 15 ans et n'a pas réalisé ce qu'il entend réaliser, qu'est-ce qu'il ferait en une année? Il ferait quoi? Rien. Rien. Alors, il ne veut pas quitter, c'est tout. Si tu n'es pas satisfait de 15 ans de pouvoir, 1 an ne te satisfera pas. C'est ça. Si Faure n'est pas satisfait par 13 ans de pouvoir, à la base, s'il n'était pas satisfait par 38 ans de pouvoir, soit 42 ans de pouvoir de fait de son père, ce n'est pas ces 13 années qui vont le satisfaire, ou bien ces 3 ans qu'il avait négocié au départ pour pacifier le pays, mais l'opposition lui a accordé dans les APG 5 ans. C'est pas ce qui va lui satisfaire. Et moi j'ai dit, quelqu'un ne vient pas en tuant comme ça pour partir de sitôt. Mon intelligence est très petite, mais avec la logique, je prends des positions fermes et je sais que je suis dans la vérité. Et voilà. Décembre 2017, Kabila n'a fait aucun signe d'élection. Nous sommes en février, bientôt mars. Il n'y a pas d'élection en vue. Tantôt, Kabila ne se présentera, puis tantôt, il désignera quelqu'un de son ministre de la communication, dit une parole et revient là-dessus. Bon, encore du cafouillage. Kabila ne quittera pas. C'est la rue qui fera partie Kabila. Voilà pourquoi les accords politiques sont dangereux quand il y a la constitution. Et après les accords politiques, Faure Gnassingbé a prêté serment pour dire qu'il respectera la constitution. Mais la constitution que tu as déjà violée, la loi suprême, qui est punissable de la plus lourde peine d'emprisonnement et des plus lourdes censures, exclusion définitive de la politique. Parce que quiconque viole la constitution appelle à la guerre civile. C'est la constitution qui est le seul garant, et la cour constitutionnelle, les deux garants de la stabilité, du bien vivre, de l'harmonie entre citoyens. Si on respecte la constitution et si la cour constitutionnelle est impartiale, le pays sera en paix. Aucun politicien ne va déconner. Vous voyez? Donc, je dirais que les vieilles méthodes ne marcheront plus parce que elles n'ont jamais marché. Et il faut que nous changions de méthode dans nos marches.
Prenons les exemples des 19 et 20 août pour organiser nos marches. Et pour rectifier le tir, je demande à nos opposants d'abandonner le titre de chef de file de l'opposition. On en fait quoi? Dans quel pays normal un pouvoir que une opposition combat crée un poste pour le chef de file de l'opposition et lui donne des largesses, un salaire mensuel? Mais ça ne sonne pas bien. C'est scandaleux. Moi, je ne serai jamais d'accord. Même si le pouvoir propose, si j'étais opposant et avec la majorité parlementaire, je vais refuser. Parce que mon salaire de député me suffit. D'ailleurs, je ne serai pas député et ne vivent que de ça. Et moi, je dis, tous les politiciens qui ne vivent que de la politique sont des menteurs. L'argent ne leur suffit jamais. Il faut avoir un travail. Soit tu es paysan, soit tu es docteur, soit tu as une entreprise et tu es politicien et tu es parlementaire. Tu ne vas dépendre de personne. Mais si tu ne vis que de ton travail de député, tu ne seras jamais sérieux parce que l'argent ne va jamais te suffire. Tu seras comme les autres fonctionnaires. Tu n'as pas d'autres sources de revenus. Et voilà pourquoi quelqu'un qui est opposant à un régime peut accepter le titre de chef de file de l'opposition. Oui, on peut l'accepter de façon symbolique, mais accepter un salaire des avantages, moi je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ça dénote la nature de cette opposition. Vous combattez un pouvoir qui vous donne un salaire. Mais il faut qu'on ait le courage de dénoncer ça. Voilà des choses qui entachent notre lutte. Et je demande qu'on arrête de dire tout le temps chef de file de l'opposition. Non, il était où? Pour ne pas convoquer cette révolution, provoquer cette révolution. On a besoin de lui, c'est vrai. Il a le plus grand nombre de députés au Parlement. Mais ce ne doit pas être l'occasion de réclamer encore que pour une révolution qui est née par l'effort d'un parti et des gens qui ont sacrifié leur vie. On vient encore dire oui, je serai chef de file de... Moi, je suis fatigué d'entendre ce terme-là et qu'on arrête tout de suite. Qu'on arrête ça tout de suite. Et un chef qui se fait respecter n'est pas obligé d'aller à toutes les réunions, d'aller se faire représenter partout. On peut aller à ce dialogue sans le chef de file de l'opposition. D'abord, c'est une sécurité pour lui. Parce que ce dialogue, tout peut arriver. On peut décider d'empoisonner l'eau, la nourriture. On peut décider de faire venir des bandits qui tirent dans la salle. Et on dit oui, c'est des gens révoltés. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Et je conseille à Tipi Achadam de ne pas se rendre à ce dialogue-là. Il a très bien fait. S'y rendre même donnerait trop de poids au dialogue et au RPT. Alors, moi je dis, et ça n'engage que moi, que les chefs des partis se retirent de ce dialogue et envoient leur enjeu, leur secrétaire ou bien leur dernier collaborateur. Parce que fort même ne s'y est pas rendu. Les plus grandes personnalités de ce régime ne s'y sont pas rendues. Ils ont envoyé les personnalités de second rang. Comment vous vous faites diminuer comme ça? Vous avez dirigé une mobilisation qui a fait chuter un pouvoir. Le PT a chuté. Ça, je vous le confirme. Et maintenant, vous allez vous asseoir avec les personnes de second rang de ce régime. Mais vous vous rabaissez. Monsieur Tipi Achadam, ne réclamez pas votre sécurité. Ne vous rendez pas à ce dialogue. Monsieur Ouro vous a représenté, ça suffit. Et qu'il aille dire les positions du PNP qui sont inflexibles jusqu'alors. Et je vois que ça va donner du sens à l'engagement du PNP. Et si les autres partis font pareil, ça va leur donner du poids. Vous vous rabaissez en allant vous asseoir avec un Gilbert Bara impoli, qui ne respecte rien, qui parle sans savoir qu'il fait souffrir ses mamans, ses grandes sœurs, des personnes plus âgées que lui, qui ont brûlé le marché, qui fait souffrir la population. Ces gens qui ne respectent rien, vous allez vous asseoir avec eux, vous vous rabaissez, franchement. Et pour rectifier le tir, revenons en arrière. Abandonnons les intérêts partisans et que les partis politiques s'alignent derrière la société civile pour donner une force à la société civile. Vous êtes derrière. Le changement va bénéficier plus à vous pour mener votre politique
paisiblement, sans entrave. Donc, laissez-nous dégager le terrain. Parce qu'en 27 ans, vous n'avez pas pu. Alors, laissez la société civile. La société civile a fait ses preuves au Burkina Faso, en Tunisie, en Madagascar, en Égypte, en Ukraine et dans beaucoup de pays. Mais pourquoi n'apprenons-nous pas de l'histoire? Pourquoi ne voulons-nous pas apprendre de nos propres erreurs du passé? Alors, pour rectifier le tir, je réponds clairement en disant: retirons-nous de ce dialogue qui ne va rien aboutir. Ou maintenant la seule condition, c'est le départ de Faure. Faure doit quitter avant qu'il y ait dialogue. Il faut qu'il démissionne. Et ceux qui disent qu'il doit terminer son mandat, je ne suis pas d'accord. Lui qui a volé son mandat, constitutionnellement, il n'avait pas droit à un troisième mandat. Et j'informe sur la subtilité de RFI qui a fait un reportage pour dire que oui, que Monseigneur Podro a dit que Faure doit finir son deuxième mandat. Voilà comment ces radios mentent. Quand les gens entendent ici, ils diront: oh, Faure n'a fait que 2 mandats. Bon, c'est pas si grave. Or, il a fait 3 mandats. Vous voyez? Et ceux qui disent de laisser Faure aller jusqu'au bout, vous avez tort. C'est un mandat volé constitutionnellement. C'est un mandat volé du point de vue électoral parce qu'il n'a pas gagné. C'est Jean-Pierre Fabre qui a gagné. Et les gens même qui ont gagné en Éthiopie, en Afrique du Sud, Robert Mugabe, ils n'ont pas fini leur mandat, mais ils ont démissionné. Et pourquoi lui qui a volé ne veut pas démissionner avant la fin d'un mandat où il compte présider à vie? Alors ne tombons pas dans ce piège fatal. Hein? N'y tombons pas. Alors je dirais que la seule condition de ce dialogue est que Faure démissionne et permette au dialogue de se poursuivre. Et là, vous allez discuter du Togo d'après Faure Gnassingbé, la transition et la démocratie pour nous tous. Et à cette condition, les gens du RPT bénéficieront d'un peu de faveur. Parce que jusqu'alors, qu'ils sachent que leurs crimes économiques et de sang seront punis. Toutes les brimades dont nous avons été objets, nous sommes partie civile. Nous allons porter plainte. Même si les politiciens font des accords entre eux pour dire qu'il y aura amnistie, le peuple qui a souffert sera porté partie civile contre eux. Et ça, nous leur garantissons, il n'y aura pas de pardon. C'est comme ça que la justice a instauré la démocratie et l'état de droit dans les pays occidentaux. Quand quelqu'un commet un crime, il est puni de mort, ou bien d'emprisonnement, ou d'amende. Mais chez nous, quand quelqu'un commet le crime le plus grave, on appelle au dialogue, au consensus, au gouvernement de large union, au gouvernement d'union nationale. C'est thème qu'ils ont inventé pour nous enfoncer dans la corruption, dans le mal. Donc voilà, je résume pour la première partie. Tikpi Salifou Achadam aurait pu bien y aller seul et gagner. Bon, c'est une erreur qui aille vers les autres parce que ils ont diminué l'engouement avec leur vieille méthode. Marcher, chanter, danser, aller à la plage et à des cons. Ça ne renvoie pas à une dictature. Mais c'est pas une erreur parce que s'il ne le faisait pas, il y aurait plus d'opposition dans l'opposition pour lui que dans le pouvoir que nous combattons tous. Et l'opposition a effectivement fait tomber l'engouement des 19 et 20 août avec les mêmes méthodes de marche traditionnelles pour rectifier le tir. Mais prenons le modèle des 19 et 20 août pour marcher et amplifions cela par quelques ingrédients que nous n'allons pas dire parce que nous travaillons à ça. Et que les partis se fusionnent dans une neutralité absolue et soutiennent la société civile. Parce que la société civile, c'est le peuple. Et la communauté internationale, complice de ce régime, pendant ces 5 ans, ne peut pas venir négocier avec le peuple. Parce que quand le peuple dit non, la communauté internationale se plie derrière le peuple pour que le peuple ne la vomisse pas plus tard. Alors, voilà le contenu de cette première partie et je vais arrêter l'émission pour revenir dans quelques minutes sur la deuxième partie concernant
Félix Abalo Kandanga, ce mal de l'armée togolaise, ce mal, la source des maux, des mauvaises choses qui arrivent aux Togolais, c'est Félix Abalo Kandanga. C'est l'homme à abattre, entre guillemets. C'est l'homme avec ses sbires à mettre hors état de nuit pour que cette armée devienne républicaine. À très bientôt. Si je dois lire les commentaires. Ouais, sœur Anne Congo, c'est plein de sens, petit frère, merci. Seule la lutte libère, la lutte continue. Togo debout. Ouais. Ouais. Ok. Camille PK qui dit JP, honnêtement, objectivement, avons-nous les moyens de dégager tout de suite ces dictatures? Si oui, lesquelles? Comment résoudre l'équation de la grande muette? Ok, merci Camille, je reviendrai là-dessus dans la deuxième partie. J'arrête l'émission parce que si c'est trop long, nos frères et sœurs de Lomé ne pourront pas suivre. Nous connaissons l'état de la connexion au Togo. À tout à l'heure dans la deuxième partie.